Je commencerai d'abord par dire que j'ai lu le document de stratégie de croissance et d'emploi qu'a confectionné, entre autres, le MINEPAT. D'ailleurs, j'aperçois M. Roger Bassa, ici dans la salle, qui est l'un des artisans de ce document. J'ai eu le privilège d'échanger précisément avec Roger. Et j'ai une question primordiale à mes yeux, qui était de savoir pourquoi est-ce que le timing a été choisi en termes de 25 ans, on va dire, puisque le document a été élaboré, je crois, en 2010, et on parle d'horizon 2035. Je n'avais pas d'a priori, je voulais simplement comprendre, parce que je sais que, par ailleurs, il y a des pays qui parlent d'horizon 15 ans, d'autres 10 ans même, et le Cameroun, c'est 25 ans. Nous avons donc échangé. Il m'a rassuré en me disant que c'est un projet à très long terme. Je suis tout à fait d'accord. Lorsqu'on veut construire quelque chose de solide, il faut penser en termes de moyen-long terme. C'est un travail de longue haleine et il faut faire la pédagogie parce qu'on ne peut pas le faire tout seul. Il faut faire ce que j'appelle la pédagogie des enjeux, et en l'espèce la pédagogie des enjeux de l'émergence en 2035. Mon propos va donc s'efforcer, au-delà de la vision, de parler un tout petit peu des stratégies, mais surtout de la pédagogie. Parce que j'imagine que beaucoup de Camerounais, y compris les jeunes qui sont ici, qui nous écoutent, se posent la question de savoir c'est quoi l'émergence. Est-ce qu'en 2035, il faudra, par un coup de baguette magique, frapper et voilà, et on est émergent. Voilà. Bien sûr que non, l'émergence, ça se prépare. Et pour cela, au lieu de m'attarder sur des discours très très généraux, je parlerai plutôt de mon expérience personnelle, vous comprendrez. Vincent l'a évoqué tout à l'heure, mais pour vous dire pourquoi moi je crois en l'émergence du Cameroun et accessoirement pourquoi j'ai décidé d'aller m'implanter, si je puis dire, au Cameroun. D'abord, à mes yeux, l'émergence a deux piliers qui sont fondamentaux. L'éducation, la formation, mais aussi la santé. Ce sont des domaines dans lesquels beaucoup d'États, et pas seulement des États africains, pas seulement le Cameroun, ont beaucoup travaillé, ont fait des réformes énormes. Mais malheureusement, cela s'avère toujours insuffisant. En Afrique, et spécifiquement au Cameroun, il se trouve que, moi j'estime que nous avons un avantage comparatif par rapport aux pays occidentaux. Je m'explique. L'éducation coûte cher. Il y a un manque criant de professeurs. La qualité baisse. Tout le monde veut sortir du pays pour aller étudier à l'étranger. Et quand on a la possibilité de le faire, malheureusement, on n'a pas la possibilité de venir partager son expertise, de faire ce que j'appelle un transfert de technologie, un transfert de connaissances. Alors, nous nous sommes proposés, à la fin des années 90, d'apporter notre contribution à ce domaine si vaste. En réalité, j'ai eu la chance d'être interpellé par la Banque mondiale, alors que je travaillais dans une compagnie américaine, pour pouvoir porter le projet de l'université virtuelle africaine. Le concept était très simple. Il s'agissait de casser le système, si je puis dire. On s'était dit, on dépense beaucoup d'argent dans l'éducation. On a fait beaucoup de réformes. Les unes ont marché, d'autres ont eu des résultats très mitigés. Et même la Banque mondiale, qui voulait mettre en place un système éducatif en Afrique, s'est trompée, notamment sur l'enseignement supérieur. On connaît les dégâts que ça a causés. Voilà. Alors, j'ai été sollicité, avec d'autres, bien entendu, pour porter le projet d'une Afrique numérique, pour citer le président Wolfenson. Bien évidemment, c'était un formidable challenge. Qu'est-ce qui s'est passé en clair? Il s'est passé que
l'université virtuelle africaine, qui était un concept tout à fait avant-gardiste, consistait simplement à permettre aux étudiants de l'enseignement supérieur qui sont en Afrique de rester en Afrique, se connecter grâce à la technologie dans n'importe quel pays du monde, au Sénégal, en Afrique du Sud, en Australie, aux États-Unis d'Amérique, et de suivre les mêmes cours que les autres élèves suivent et de pouvoir avoir un diplôme des institutions partenaires pour ce cours. Voilà pour le concept. Le concept était très simple. Par contre, le véritable challenge, c'était celui de la mise en œuvre. Il s'est trouvé que le père de l'UVA, l'Université virtuelle africaine, j'entends, sur le papier, était un certain Étienne Baram Chamage, un Burundais, je dis bien Burundais, qui était donc fonctionnaire à la Banque mondiale, qui a imaginé ce système, mais qui n'arrivait pas à trouver l'adhésion, à obtenir l'adhésion de ses collègues de la Banque mondiale. Beaucoup disaient que c'était un projet trop tôt pour l'Afrique. Les Africains n'étaient pas mûrs pour la technologie. La priorité, c'était de manger et à la limite, se soigner. Étienne étant d'un tempérament pas très commode, il s'est fâché, littéralement, j'entends, et il a claqué la porte. C'est à ce moment-là que le président James Wolfensohn, qui, à mon sens, est un vrai visionnaire, et quelqu'un qui, par ailleurs, venait du secteur privé, prend sur lui de lancer le projet de l'UVA en Afrique. Et c'est ainsi qu'il sollicite des Africains. Il estimait que c'est un projet qui devait être développé par les Africains eux-mêmes. Il faut avouer que c'est une vision avant-gardiste, parce que ce n'est pas toujours le cas. Et il a donc sollicité des Africains pour porter ce projet. Le hasard a voulu que je sois contacté, alors que j'étais à Microsoft, pour accompagner ce projet. Wolfensohn m'a invité, m'a convoqué, si vous préférez, si je puis dire, à la Banque mondiale, et je suis allé le rencontrer. Il m'a dit qu'il y avait un projet très important pour l'Afrique. Je n'en avais même jamais entendu parler, pour vous dire les choses telles qu'elles sont, et que le promoteur du projet, en tout cas le créateur, a décidé de claquer la porte. Et il voudrait des Africains qui pourraient porter ce projet, à son avis, vital pour l'Afrique. Une fois que j'ai compris le concept, j'ai dit, Monsieur le Président, merci de l'honneur que vous me faites et de la confiance, mais j'aimerais réfléchir. J'ai des lourdes responsabilités à Microsoft, mais j'aimerais réfléchir. Bien évidemment, dans ma petite tête, je me disais que c'était un formidable défi à relever. C'est vrai que je travaillais un peu avec l'Afrique, mais je me suis dit, là, c'est vraiment le pied. Ça va me permettre de travailler pleinement avec l'Afrique et bien évidemment, accessoirement, avec le Cameroun. Donc, ma réponse dans ma tête était claire, c'était oui. Maintenant, il fallait aller voir comment je vais procéder pour concilier tout cela avec mes autres responsabilités à Microsoft. Je suis revenu voir le président Wolfensohn et je lui ai dit, Monsieur le Président, je suis tout à fait partant. Mais il y a deux conditions. La première, c'est que je garde mes responsabilités à Microsoft parce que dans mon esprit, ça me permettra bien et mieux de servir l'Université virtuelle africaine. Et la deuxième condition, ce serait que vous soyez mon seul interlocuteur, pour ainsi dire. Ça peut paraître prétentieux, mais il y avait des raisons à cela. Ce sont les intrigues qui, précisément, ont fait à ce que Étienne Baram Chamage claque la porte. Je voulais donc que la décision puisse être prise au plus haut niveau. À ma surprise, Wolfensohn a accepté ces conditions. Voilà comment nous lançons l'UVA en Afrique. Bien entendu, avec le support financier. Je dis bien financier de la Banque mondiale, parce que s'il s'agit des hommes, au-delà de Wolfensohn, il y a beaucoup de ses collègues qui étaient contre, y compris malheureusement un vice-président africain, que je ne citerai pas. Donc, nous nous efforçons de lancer l'UVA. Ma tâche est lourde. Il faut recruter des gens capables de porter ce vaste projet. À ce moment-là, il me vient à l'esprit qu'il y a un certain Cheikh Modibo Diarra, qui est très connu. Je suis sûr qu'il y en avait d'autres. Mais voilà, c'est celui que je connais et que j'estime parce qu'on a eu à se rencontrer à des conférences internationales notamment. C'est ainsi que je contacte Cheikh et pour rendre une longue histoire très courte, nous décidons que Cheikh va devenir le recteur de l'UVA
Et moi, une fois que l'UVA a été mise en place, précisément au Kenya, pourquoi? Parce que le Kenya était l'un des pays africains qui était en avance en matière de technologie et qui était tout disposé à accueillir le siège de l'UVA. Donc, il va sans dire que nous avons pensé à beaucoup de pays. On avait une short liste de pays, mais le Kenya l'a emporté sur les autres. Et voilà, c'est ainsi que nous recrutons Tchèque. Et une fois que l'UVA est mise en place, je décide de partir. J'estimais que ma mission était terminée. Ah, les choses ne faisaient que commencer. Il se trouve qu'il y a des personnalités, et pas des moindres. Madame Aïchaba Diallo, qui était ministre d'Éducation en Guinée, et par ailleurs directrice générale adjointe de l'UNESCO, le professeur Bouli Ali Diallo, ministre de l'Éducation au Niger et recteur de l'Université de Niamey, qui étaient dans mon conseil d'administration. Les deux dames sont venues me voir et me dire « Jacques, vous savez, vous ne pouvez pas partir. Nous souhaiterions que vous vous portiez candidat à la présidence de l'UVA. » Le concept était tel que la présidence était, si vous voulez, ce n'était pas une présidence honorifique, loin de là, parce qu'il était question d'aller à l'international, lever les fonds, etc. Donc, ces deux dames sont venues me voir, je me souviens très très bien, dans ma chambre d'hôtel pour me dire que nous souhaiterions que vous fassiez cela. Une fois de plus, j'ai demandé à réfléchir et je suis venu les voir, j'ai dit, écoutez, c'est gentil, moi je ne suis pas universitaire. Il y a des universitaires très qualifiés dans le conseil d'administration. Et je vous le dis très très franchement, il y avait le professeur Wakabamba, il y avait le professeur Eza Maritine, tous d'éminentes personnalités, une douzaine. Il y avait même Mampela Rampele qui a été directrice à la Banque mondiale. Et les deux dames me disent que la raison, c'est que justement, vous allez peut-être porter ce projet avec un esprit différent de celui d'un spécialiste de l'enseignement. Et c'est cela qui nous intéresse. Voilà. Donc, il fallait changer de paradigme. Si je raconte cette anecdote, c'est pour vous dire que dans des projets de cette envergure, il faut parfois aller à contre-courant. Il s'agissait effectivement d'aller vite. Ça, ce sont leurs propres termes. Elle me disait que l'université, qui a par ailleurs beaucoup de qualité, les choses sont un peu lentes. Il y a ce qu'on appelle la bureaucratie. Et que je risquais vivre la même chose qu'a vécu Étienne à la Banque mondiale. Ils ont leur timing à eux. Venant du secteur privé, c'était à leurs yeux une singularité. Donc il fallait l'exploiter. Et une fois de plus, je n'avais pas demandé de job. Je me suis dit, bon, tiens, je vais me porter candidat. C'est ainsi que j'ai été élu à 60% président de l'université, le tout premier président de l'université virtuelle africaine. Et on a travaillé avec Cheikh Diarra pour mettre en place l'UVA. En termes de résultats, et c'est ce qui compte à mes yeux en dernière analyse, l'UVA a eu, en tout cas lorsque sous mon mandat, formé plus de 50 000 étudiants avec diplôme. C'est-à-dire que lorsqu'on avait un partenaire comme l'Université Laval au Canada et qu'un élève, un étudiant de l'UVA passait son diplôme, il obtenait un diplôme du Canada. C'est-à-dire qu'un élève qui se trouve au fin fond du Niger pouvait rester au Niger et avoir accès aux cours qui sont dispensés à partir du Canada et obtenir le diplôme du Canada. Donc, en termes d'accès, nous avons accru de façon substantielle le nombre d'étudiants. En termes de coûts, ça coûtait moins de 2 000 $. On nous a dit, ah, 2 000 $, il y a beaucoup d'Africains qui ne peuvent pas avoir 2 000 $. Et j'ai dit, non, là, vous vous trompez de sujet. Notre propos n'est pas de révolutionner l'éducation en Afrique. On ne va pas assurer l'éducation à tout Africain. Nous essayons de contribuer à changer l'éducation. Et en prenant un exemple concret, au lieu qu'un étudiant qui aurait pu aller au Canada ou aux États-Unis débourser 50 000 $ par an pour étudier, s'il peut rester sur place, payer 2 000 $, obtenir le même diplôme, avouez que ce serait un résultat assez intéressant. C'est le moins qu'on puisse dire. Donc c'est en communiquant ainsi que nous avons commencé à obtenir l'adhésion de beaucoup d'États, dont le Sénégal, pratiquement tous les États de l'Afrique de l'Est, le Bénin, etc., et bien sûr le Cameroun. Voilà pour la genèse de l'université virtuelle africaine.